l'actualité ce matin, la coopération intercommunale pour aider au développement des communes de l'Est du Burkina Faso. C'est surtout la mutualisation des efforts et des initiatives qui est le plus remarquable dans cette coopération. Et ce 23 décembre 2020, ce cadre d'échange déjà formalisé depuis 2014 s'est réuni pour s'orienter vers de nouvelles perspectives. De quoi s'agit-il exactement? Quelle est la nouvelle vision à l'horizon 2025? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal, Isaka Chombiano, chante de la musique traditionnelle Goulmarchiba, est une virtuose de la guitare. Les plus jeunes ne l'ont certainement pas connu, mais il faisait l'unanimité dans le Goulmarchiland par la profondeur de sa musique qui tire son inspiration de la culture du Goulmou. 20 ans après sa mort, ses fans et admirateurs se sont retrouvés ce week-end pour lui rendre hommage, images et ambiance à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, en Centrafrique, des groupes armés menacent d'attaquer Bangui. Les rebelles de la coalition des patriotes pour le changement invitaient le pouvoir centrafricain à observer une trêve de 72 heures dans les combats qui font rage en ce moment dans le pays. C'est le fait qui devrait permettre de discuter des points relatifs à l'élection de dimanche prochain. Bonjour et ravi de vous retrouver. Mais d'abord, sachez que le Premier ministre malien, Mokhtar Ouane, est arrivé à Ouagadougou ce 26 décembre 2020 où il va assister à l'investiture du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, vainqueur de l'élection présidentielle du 22 novembre dernier. Cette investiture est prévue pour le 28 décembre au Palais des Sports de Ouagadougou. Mokhtar Ouane a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue burkinabé Christophe Dabiré. Les deux personnalités se sont entretenues brièvement dans le salon d'honneur de l'aéroport sans faire de déclarations officielles. Mokhtar Ouane est présent donc au Burkina, comme on le dit, afin de participer à l'investiture du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Je le disais en titre, les membres du comité de pilotage du programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques tiennent leur deuxième session ordinaire. Il s'est agi d'examiner les activités réalisées au cours de l'année finissante. Le point avec Ahadi Sandamba. S'assurer de la cohérence et de l'efficacité dans la mise en œuvre des projets et programmes de politique publique, c'est tout l'enjeu du présent atelier. Deuxième et dernière de l'année, à cette rencontre, les membres du comité de pilotage du programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques se penchent ici sur les réalisations de l'année 2020. Et selon ce comité, le bilan à la date du 30 novembre est satisfaisant avec 71,4% d'exécution physique et 55,8% d'exécution financière. Le sous-programme statistique a pu accompagner l'Institut national de la statistique et de la démographie pour la conduite des travaux du 5e recensement général de la population et de l'habitation. Ce sous-programme a également accompagné l'Institut national de la statistique et de la démographie à la finalisation de l'étude sur la faisabilité de la création d'une école de formation de cadre supérieur de la statistique au Burkina Faso. Ce sous-programme a également accompagné le Conseil national de la statistique pour l'élaboration du 4e schéma directeur de la statistique. Je voudrais également indiquer l'appui de ce sous-programme à la Direction générale de l'économie et de la planification. Je voudrais aussi donc indiquer les appuis multiples du sous-programme Finances publiques. Cofinancé par l'État burkinabé et l'Union européenne, le programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques se chiffre à plus de 10 milliards de francs CFA. Démarré en décembre 2017, ce programme prend fin en 2021, soit 4 années d'exécution. Dans la région de l'Est du Burkina Faso, 17 communes se mettent ensemble pour mutualiser leurs initiatives, mais aussi leurs ressources. Ils sont réunis au sein de la coopération intercommunale pour le développement des communes de la région. Ces communes sont conscientes de leurs limites et souhaitent créer une nouvelle dynamique. Les 22 et 23 décembre dernier, le cadre de concertation s'est donc réuni à Fada pour un examen de leurs activités, mais aussi travailler à s'orienter vers de nouvelles dynamiques à même d'impulser le développement des communes de la région. Explication, Rasmata Ouedraogo.
De convention pour promouvoir l'intercommunalité dans la région de l'Est en vue de mieux répondre aux préoccupations des communes. Ces 24 heures de la coopération intercommunale pour le développement des communes de l'Est visent à faire le point et s'orienter vers de nouvelles dynamiques. Quand on prend les communes individuellement, du fait de la faible capacité en termes de ressources humaines et en termes de ressources financières, cette maîtrise d'ouvrage n'est pas pleinement assurée. Et nous avons pensé qu'à travers une mutualisation des efforts, on pouvait avoir une entité qui allait accompagner donc l'ensemble des communes de la région à mieux assurer cette maîtrise d'ouvrage. Nous avons défini une vision qui est qu'en 2025, la CDCE est une structure technique qui assure pleinement sa mission au profit des citoyens. Cette structure d'assistance à la maîtrise d'ouvrage des communes, mise en place depuis 2014, bénéficie de l'accompagnement de la CADEPAC. La CADEPAC quand même finance les collectivités territoriales pour la réalisation d'ouvrages socio-économiques, que ce soit des écoles, des centres de santé, que ce soit des fourrages. On sent quand même une évolution, une progression depuis notre accompagnement. À ce troisième cadre de débat et d'orientation, le nouveau conseil d'administration a été présenté à l'assistance, une structure forte de 17 communes signataires. Le comité interprofessionnel de l'ANACARD a tenu ce 21-22 décembre dernier à Bobo-Dioulasso son assemblée générale ordinaire, une occasion pour les acteurs de la filière de faire le bilan de leurs activités menées au cours de l'année 2020. Au cours de cette rencontre également, les acteurs ont procédé à la relecture des textes statutaires de l'interprofession et a procédé aussi à la prise de résolution pour l'avenir de la filière. Saturne Ismaël, Paris. Produits agricoles d'exportation du Burkina Faso, l'ANACARD constitue l'une des filières prometteuses avec environ 10 000 emplois créés. La filière a cependant été éprouvée notamment par la maladie à coronavirus au cours de cette année 2020 qui s'achève. C'est ce qui ressort du bilan dressé par le comité interprofessionnel de l'ANACARD, réuni ici en Assemblée générale. Dans la filière ANACARD, nous avons beaucoup ressenti les effets de la Covid-19. Les producteurs, pouvoir collecter toute la noix, ça n'a pas été facile. Et même quand ils ont collecté, la commercialisation était très difficile. À cause du problème de distanciation, on ne pouvait pas faire venir beaucoup de gens dans les unités de transformation. Actuellement, il y a pas mal d'unités qui ont de la noix en rab, alors que la nouvelle saison est déjà là. Les commerçants aussi, comme toutes les frontières étaient fermées, tout cela ont vécu durement la campagne. La présente rencontre va durer 2 jours. Elle sera également l'occasion pour les différents acteurs de la filière ANACARD de faire la relecture des textes statutaires de l'interprofession, mais aussi de prendre des résolutions pour le futur. Nous avons un certain nombre de défis majeurs à relever. Je parlerai en premier lieu de la gouvernance. Je citerai en deuxième lieu l'autonomisation et l'indépendance. Et en troisième lieu, je peux citer aussi l'offre de services. Le comité interprofessionnel de l'ANACARD du Burkina Faso, créé en 2015, a pour mission d'organiser les acteurs de la filière en vue de mieux promouvoir l'ANACARD au Burkina Faso. Et avant de poursuivre, la représentante résidente du HR au Burkina Faso vient d'être décorée de la médaille d'officier de l'ordre de l'étalon. Une décoration qui rend hommage à son travail, mais celui de son institution au Burkina Faso également. Yoli Kimiyashi est également en fin de mission. Elle aura passé 3 ans dans le pays. Oumou Sissé. Hommage et reconnaissance du Burkina Faso à la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. En fin de mission, après 3 années passées à la tête de l'organisation, Yoli Kimiyashi est honorée par le gouvernement burkinabé. Elle est faite officier de l'ordre de l'étalon. Cette médaille, donc, ne va pas pour moi seulement, de toutes mes collègues, et aussi de partenaires. Moi, j'ai fait 3 ans pour le pays des hommes intègres. Et je peux vous dire que c'est la meilleure mission que j'ai eue dans mes 35 ans de carrière avec les Nations Unies. Et ce sont 3 années de fructueuse collaboration malgré le contexte sécuritaire difficile selon Alpha Bali.
Nous avons eu quelques moments difficiles dans la gestion des camps de réfugiés, notamment à Mentao, lorsqu'il y a eu une attaque en mai dernier. Mais d'une manière générale, nous avons bien travaillé, nous avons eu les bonnes réactions, nous avons fait des visites de terrain ensemble. Il y a eu des investissements avec des financements de son organisation. Il y a eu la visite du haut-commissaire pour les réfugiés dans notre pays. Et depuis la crise sécuritaire et humanitaire qui secoue le Burkina, le HCR ne s'est pas contenté seulement de la gestion des réfugiés. L'organisation s'est aussi impliquée et a soutenu le Burkina dans la gestion de ses déplacés internes. Chaque année, la communauté internationale célèbre la journée des migrants le 18 décembre. Au Burkina Faso, la journée a été célébrée à Tinkodogo dans le centre-est sous le thème « Repenser la mobilité des migrants ». À l'occasion, les autorités en charge des Burkinabés de l'extérieur et l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, ont échangé avec les migrants de retour. Tanga Robert Kafando. Cette migrante de retour reçoit un sac de riz des mains du directeur de cabinet du ministère de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur et de la représentante résidente de l'OIM au Burkina. De nationalité nigériane, son projet d'aller en Italie a pris fin ici après avoir subi toutes les tracasseries et côtoyé tous les dangers de la route de l'immigration clandestine. My family is poor. That's why I decided to go to Libya. We were going to Italy before. Je suis originaire du Nigeria. Comme ma famille est pauvre, j'ai décidé de me rendre en Italie pour améliorer nos conditions de vie. J'ai donc décidé de passer par la Libye. Là-bas, j'ai été forcé à la prostitution. Et c'est là qu'un Burkinabé m'a tiré d'affaire. Et nous avons décidé de nous marier. Je remercie l'OIM pour son appui. The man is a Burkina. No, I decided to marry the boy. That is the reason I came back to Burkina here. À cette journée dédiée aux migrants célébrée au Burkina Faso à Tinkodogo, le message est clair. Il y a de la place pour chacun dans son propre pays. Le gouvernement déploie des efforts avec l'appui de ses partenaires pour permettre à cette jeunesse-là de trouver ce qu'elle part chercher ailleurs, là, de trouver ça au plan national. Les défis et les difficultés des migrations internationales exigent une coopération renforcée et une action collective entre les pays et les régions. C'est la raison pour laquelle le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières a été adopté en 2016. Le pacte est le premier accord mondial à tirer parti des avantages de la migration. Il fournit des solutions pratiques. La journée internationale des migrants est célébrée le 18 décembre et cette année, la journée est célébrée sous le thème « Repenser la migration humaine ». Et puis la coordination des syndicats du ministère en charge de l'économie et des finances a fait don d'infrastructures et de vivres aux déplacés internes de Kaya. Ce sont des infrastructures réalisées par les membres des syndicats des finances à hauteur de 150 millions de francs CFA. Des détails avec Jacques Ouedraogo sur place à Kaya. Cette migrante de retour reçoit un sac de riz des mains du directeur de cabinet du ministère de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur et de la représentante résidente de l'OIM au Burkina, de nationalité nigérienne. La coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances vole au secours des personnes déplacées. Elle a offert un château d'eau, des fourrages et des latrines aux déplacés internes de Bangrin dans la commune de Kaya. Une initiative rendue possible en collaboration avec l'association burkinabé d'assistance et de secours populaire ABASEP. Les gens ont cotisé, c'est des montants qui sont allés souvent de 5 000 francs à souvent à certaines personnes qui ont donné jusqu'à 50 000 francs. Et quand au finish, nous avons comptabilisé, nous avons eu un montant de 150 millions et quelques. C'est quand même un financement relativement important. Comme vous avez pu le constater, c'est vraiment comme un robinet de l'ONEA. Quand vous ouvrez, l'eau vient à flot. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça va soulager les populations, ça va soulager surtout les femmes. C'est de l'eau de forage et en plus sans difficulté. Réalisées à proximité d'un établissement scolaire, ces infrastructures vont aussi soulager les élèves, voire même toute la population de Bangrin. Et le chef du village se réjouit d'une telle initiative.
L'homme le plus heureux aujourd'hui, c'est moi, particulièrement, et la population de Bahreïn. Parce que ce que les syndicalistes du ministère des Finances ont fait pour la population de Bahreïn vraiment est très énorme. Et vraiment, nous les en félicitons. La coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances a offert ces mêmes infrastructures aux déplacés de la commune de Kongoussi. Il faut noter aussi que des vivres avaient déjà été distribués à ces personnes vulnérables et une formation aux activités rémunératrices de revenus a été dispensée en langue locale à 120 femmes de la région de Saint-Ouen. Et puis à la pédiatrie Charles de Gaulle de Ouagadougou, les meilleurs agents sont récompensés. Une journée d'excellence qui a donc permis de primer les agents de l'hôpital qui se sont distingués au cours de l'année par leurs actions dans la prise en charge des enfants malades, mais également dans les activités administratives et financières, mais aussi comptables. Le palmarès de la journée avec Christine Koulibaly. Trophées et attestations en main, ils posent ici pour la postérité. Eux, ce sont les agents les plus méritants du centre hospitalier universitaire Charles de Gaulle. Durant cette année qui s'achève, ils auraient fait montre de professionnalisme, d'engagement et surtout de responsabilité dans la relation soignant-patient. Et les mérites sont ici reconnus. Il y a un sentiment de reconnaissance à l'endroit de mes collègues et collaborateurs qui nous ont jugé justement dignes en tout cas d'obtenir ce prix, parce que c'est eux qui ont voté, c'est eux qui ont jugé. Et je dis ce prix-là aux enfants qui sont hospitalisés, à qui nous prodiguons des soins, qu'ils puissent avoir la guérison. Et pour la première responsable de l'hôpital, elle-même lauréate du prix Top Management, cette journée d'excellence répond à un esprit de saine émulation dans l'entreprise. Donc depuis le professeur titulaire jusqu'aux garçons et filles de salle, jusqu'aux agents d'accueil, jusqu'aux chauffeurs et ambulanciers, en tout cas chaque compartiment a été primé. Ce n'est pas pour dire que les autres ont démérité, mais c'est uniquement pour faire une saine émulation, pour amener tout le monde à se donner à fond, parce que nous avons à relever le défi d'une prise en charge efficace des enfants qui viennent à Charles de Gaulle. L'occasion fut belle pour rendre hommage aux admis des concours d'agrégation du CAMES et professionnels, aux admis à la retraite, mais aussi de saluer l'engagement de certaines personnalités avec des trophées d'hommage. Et au ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, l'Institut national de la formation artistique et culturelle INAFAC a de nouveaux locaux. L'inauguration est intervenue ce 23 décembre 2020. Et selon le ministre Abdoul Karim Sango, qui a présidé la cérémonie d'inauguration, ces locaux vont contribuer au renforcement du rendement des apprenants, mais aussi des enseignants. Suleiman Sanou a dit Sandamba pour le film de la cérémonie d'inauguration. Il y a quelques jours encore, c'est sous des arbres que certains élèves prenaient cours ici à l'Institut national de formation artistique et culturelle INAFAC. Avec l'inauguration de ce bâtiment R+1, l'Institut renforce ainsi ses capacités d'accueil avec 8 salles de classe, 2 magasins et des latrines modernes. Un cadre bien approprié pour des conditions d'apprentissage, foi du ministre en charge de la culture. La démocratisation culturelle et la popularisation des arts sont au cœur même des politiques du ministère et du gouvernement. Il importe donc de renforcer l'accès de tous à la pratique artistique. C'est dans cette dynamique que nous avons entrepris cette année la baisse substantielle des frais de scolarité à l'INAFAC et la construction du nouveau bâtiment. Chers élèves, chers enseignants, à l'heure où les crises multiformes seront pesées de lourdes hypothèques sur l'avenir du tissu social et culturel, je crois à une politique volontariste, tant des acteurs étatiques que du privé, en faveur de la création de filières d'excellence dans le domaine de la formation artistique, et ce, en vue de la promotion de l'emploi culturel. Prévu pour être financé par la coopération taïwanaise, c'est finalement sur le budget de l'État que ce bâtiment est réalisé à hauteur de 300 millions de francs CFA. En rappel, c'est en mai 2019 que les travaux ont été lancés pour un délai d'exécution de 9 mois. Un délai que l'entreprise a eu du mal à respecter.
Je le disais en titre, dans la région de l'Est du Burkina Faso, ses fans et admirateurs de la musique Goulmachma rendent hommage à une virtuose de la guitare, mais aussi un chanteur de la musique traditionnelle, Goulmachma, disparu il y a une vingtaine d'années. Isaka Chombiano, qu'il s'appelle, était un artiste hors pair et ses fans lui ont consacré 72 heures d'hommage. Le programme détaillé avec Boukari Ouedraogo. C'est lui, Isiaka Tombiano. Il a fait le beau jour de la musique burkinabé. 20 ans après, son ombre continue de planer et il reçoit un hommage à la hauteur de son succès. Comme un seul homme et en unisson, artiste des populations, on garde le flambeau allumé. C'est un artiste qui a su révolutionner la musique burkinabé, qui a su mettre en valeur le potentiel culturel de la région du Goulmou. Et c'est tout simplement un artiste qui a vécu et qui s'en est allé, mais il continue de vivre à travers ses œuvres. Ça fait 20 ans, mais on a le sentiment que c'était hier. À l'occasion, les classiques de l'artiste ont été révisités. Et pour perpétuer sa mémoire, ici, devant sa cour, un arbre a été mis en terre. Je l'ai connu quand on était au lycée ici, et vraiment, c'est un des pionniers de la musique moderne et traditionnelle gourmaché. Vraiment, c'est un grand homme, il n'y a rien à dire. Il savait faire la synthèse entre cette culture gourmaché en apportant des touches de modernité et il savait aller chercher ces mélodies qui vivent dans les tympans et qui vous fait tressaillir au fond de vous-même. Et pour moi, Isaka Chombiano est un immortel. Isiaka Tombiano, un virtuose de la guitare, et pas seulement, sa voix a traversé les frontières. C'est ici qu'il repose il y a exactement 2 décennies. Un recueillement ponctué de prières, mais aussi de larmes. Isiaka a impacté sa génération et continue de traverser le temps. Il a fait le beau jour de la musique Goulmachema. Il a laissé un héritage. Sa graine sémée continue de pousser. Il en aura, c'est sûr, un autre Isiaka, un autre Tombiano. Jean Cocteau disait que le virtuose ne sert pas la musique, il s'en sert. Une trêve de courte durée en Centrafrique, la coalition des groupes armés qui mène depuis une semaine une offensive contre le gouvernement centrafricain a annoncé vendredi rompre son cessez-le-feu unilatéral de 3 jours arrivant à échéance avant les élections présidentielles et législatives. Regardez. À mesure que la date du scrutin approche en Centrafrique, de violents combats font toujours rage dans plusieurs localités. Et une interrogation subsiste, les Centrafricains iront-ils aux urnes ce dimanche? La coalition des patriotes pour le changement jure que non. Cette formation rebelle menace de mettre son plan de boycott en place. Elle prévoit une descente de ses troupes sur la ville de Bangui, encore aux mains des forces républicaines. Le CPC estime que les conditions pour un bon déroulement de ce vote n'ont jamais été réunies et invitait le pouvoir à observer un cessez-le-feu de 72 heures et la suspension des élections. Bangui ne compte pas observer les directives de la coalition des patriotes pour le changement. Le porte-parole du gouvernement a qualifié même de non-événement les menaces du CPC. Pendant ce temps, les affrontements sont toujours en cours entre les forces armées centrafricaines et les rebelles dans plusieurs villes du pays. Jeudi, les rebelles de la coalition des patriotes pour le changement ont affirmé avoir attaqué les positions des FACA dans la localité de Bobangui
situé à près de 100 km de la capitale Bangui. Plusieurs sources locales affirment que les forces gouvernementales sont en ce moment encerclées par les rebelles du mouvement patriotique pour la Centrafrique au sud, à l'entrée de la ville de Bangui. Et pour refermer cette édition, le point de la maladie à coronavirus à la date du 25 décembre 2020 donne 193 nouveaux cas de contamination et 1728 cas actifs dans le pays. Et le gouvernement rappelle que le Covid-19 reste donc une maladie très contagieuse et invite tout un chacun au strict respect des gestes barrières pour se protéger et protéger les autres. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.